Et bonsoir, c'est vendredi, et vendredi c'est n'importe qui, alors c'est moi, Yanis. Et on enchaîne tout de suite avec le sommaire, la rubrique anime manga, temps perdu, the place to be, et ensuite les oubliés de la préhistoire. Mais avant tout, les news. Antichamber est un jeu indé développé par Alexander Bruce depuis 2009. Psychédélique et non euclidien, ce portal-like mystérieux semble prendre un malin plaisir à jouer avec les lois de la physique. Il a reçu de nombreux prix dans des festivals de jeux indépendants qui ont permis de porter le projet à son terme. Celui-ci pourra être découvert via Steam le 31 janvier. A Fistful of Guns est un jeu indé qui, comme son nom l'indique, est typé résolument western. Il s'agit d'un shoot vu de dessus à la manière d'un Gunsmoke sur NES par exemple. Sauf que là, il n'y a pas de scrolling. Il s'agit de descendre tous les ennemis présents dans le tableau. L'originalité vient de son gameplay asynchrone sur PC. Et oui, pas la peine d'avoir un Wii U Gamepad pour faire du gameplay asynchrone. 3 joueurs sur un seul PC joueront 3 personnages différents. Un au clavier contrôlera Noah et son fusil de chasse à 2 coups, un autre pad aura en main Abel le pistolero, et un dernier à la souris sera Zek, armé d'une carabine type Winchester à longue portée. Chaque personnage aura également son gimmick spécifique pour recharger son arme. Le jeu développé par Paul Gressley, surnommé Farmer Gnome, est disponible gratuitement sur le site du développeur qui continuera à mettre son jeu à jour, par exemple avec des fonctionnalités online, selon son temps et le retour des joueurs. Megabot est un studio de développement anglais qui travaille depuis plus de 5 ans sur son projet Backspace. Il s'agit d'un shoot vu de dessus dans un environnement futuriste, faisant penser un peu à l'univers de Tron. Le gameplay semble se situer entre un Nano Assault Neo en moins speed et un Bomberman plus stylisé. Le joueur devra détruire partiellement son environnement, murs et autres obstacles pour arriver à détruire toutes ses cibles. Visuellement, on sent que le jeu est travaillé et donne envie. Par contre, on n'en sait pas plus sur la future date de sortie. Le jeu devrait être disponible courant 2013 pour PC et Mac. Le développeur compte bien aussi toucher les plateformes iOS et Android. Contrairement à ce que certains espéraient, Cthulhu n'a pas émergé des profondeurs englouties de R'lyeh le 21 décembre 2012. En revanche, l'éditeur de jeux de rôle Catalyst Game Labs a frappé un grand coup en annonçant que 2013 serait l'année de Shadowrun. On savait déjà que les jeux vidéo Shadowrun Returns et Shadowrun Online étaient en développement suite à leurs campagnes Kickstarter respectives. Mais cet univers mêlant magie et cyberpunk envahira également nos tables en plus de nos écrans. Au printemps 2013, le bal sera ouvert avec la sortie de Shadowrun Crossfire, un jeu de cartes coopératif avec construction de decks et parties scénarisées. Puis à l'été, ce sera la sortie de la 5e édition du jeu de rôle Shadowrun, qu'on nous promet plus sombre, réaliste et violent que jamais, mais toujours dans la continuité des règles de la 4e édition, ce qui est plutôt une bonne chose. À l'automne, les amateurs de figurines pourront s'en donner à cœur joie avec la sortie de Shadowrun Sprawlgangers, qui mettra en scène les guerres urbaines que se livrent les gangs du futur. Enfin, au printemps 2014, on changera de camp pour jouer les méga-corporations dans Shadowrun Hostile Takeover, un jeu de plateau où il sera question de manipulation, d'alliance et bien sûr de coups en traître. Bref, j'en frétille d'avance. Vous vous souvenez peut-être de Tenga, ce jeu de rôle de Jérôme Larrey se déroulant dans le Japon de la fin du XVIe siècle, dont nous vous avions parlé dans un numéro de 1D6 exceptionnel présenté par Suzuka. Eh bien, cette gamme poursuit son petit bonhomme de chemin avec la sortie de l'écran du maître de jeu, décoré d'une illustration aussi épurée qu'élégante, comme le jeu finalement. Ajoutons également que cet écran est vendu avec un livret d'une 40aine de pages décrivant la région d'Okayama et le clan qui y réside, les Ukita, à mi-chemin entre le supplément de contexte et la campagne. Après une longue attente, le numéro 5 de l'incarnation actuelle de Casus Belli devrait être disponible dans les boutiques de jeux de rôle au moment où vous verrez ces news. Mieux vaut tard que jamais. On souhaite à l'équipe de parvenir à retrouver un rythme régulier en 2013. Signalons au passage également la sortie du numéro 7 de Dissident, l'autre MOOC consacré aux loisirs holistiques, avec un thème général, le jeu de rôle de 7 à 77 ans. Alors vous m'avez peut-être déjà vu sur internet, j'avais créé avec des amis à moi 2 web-séries, dont l'une qui s'appelait Option, qui a été diffusée sur le live, je crois, il y a déjà 3 ans, enfin rapidement, c'est-à-dire dans l'émission Le Coin des Abonnés. Et ensuite aussi, on avait fait une autre web-série qui restait sur internet, qui s'appelait La Petite Maison dans la Prairie, qui était aussi avec des amis à moi. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, je suis devenu comédien, pas vraiment grâce à mes web-séries, si vous voulez regarder, mais avec du travail et voilà. Et maintenant, je travaille à Paris, dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre de la Comédie Italienne. C'est un théâtre assez pittoresque qui est quand même très axé sur la comédie italienne, la commedia dell'arte. Donc c'est un théâtre de masques, enfin,
qui est quand même très très précis sur l'animation des personnages, etc., etc. Et ben tiens, justement, on passe à la rubrique anime manga. Inoue Takehiko nous gâte avec ce numéro 34 de la série Vagabond. L'étonnant et fantasque Sasaki Kojiro y fait ses débuts d'instructeur tandis que Musashi Miyamoto continue son travail d'introspection et se rapproche de l'état d'homme normal. Peu d'action dans ce volume, mais toujours autant de magnifiques planches de dessin. Après plus d'1 an d'attente, le Berserk nouveau est arrivé. Malheureusement, ce volume nous laissera un peu sur notre faim car l'arc narratif tarde à se conclure. De plus, la noirceur de cette série, qui faisait pourtant son identité, est de moins en moins prononcée. Sans parler des monstres de plus en plus gros et de moins en moins crédibles. Espérons que Miura Kentaro redresse la barre rapidement. Avec Le Tunnel, voici une nouvelle histoire inscrite dans l'anthologie de l'horreur du maître de l'épouvante Ito Junji. Les éditions Tonkam proposent ce titre paru en 1997 au Japon, accompagné de 4 autres histoires courtes, comme cela avait été le cas dans les précédents Ito Junji collections. Spectres torturés, cauchemars infinis ou étranges villages sanglants seront au programme de ces récits forcément réservés à un public averti. Dans ce tome 3 du manga Nozoki-hana, notre héroïne Emiru, dont le passe-temps favori est d'épier son voisin Tatsuhiko, continue à observer celui-ci. Mais une jeune fille débarque et va perturber la vie déjà bien compliquée du jeune homme. Une série mêlant romance et ecchi à réserver aux lecteurs matures. Dans ce dernier numéro de l'Arcane de l'Aube sorti en décembre, Nakaba utilise de plus en plus son étrange pouvoir. De nombreux secrets sont dévoilés et notre princesse devra faire des choix difficiles. Au gré des volumes, on sent que l'histoire s'étoffe et que la série ne devrait pas s'arrêter de sitôt. Depuis le 10 janvier, les fans de yokai peuvent suivre les aventures de Riri Chiyo dans ce 5e tome de Secret Service Maison Ayakashi. Si les 4 premiers volumes ne nous avaient donné qu'un prologue de l'histoire, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Moi, je suis plutôt du genre à m'acheter des DVD de films pour regarder les bonus. J'aime beaucoup les making-of, etc. Surtout quand c'est des films avec beaucoup d'effets spéciaux. J'ai dévoré les bonus des Seigneurs des Anneaux, qui sont 4 heures de bonus. Et souvent, on voit le travail aussi de tous les animateurs qui animent les personnages, qui sont uniquement en images de synthèse. Et Dieu sait que c'est impressionnant, quoi. Mais le boulot que ces gens-là font devant leur clavier, c'est un boulot que moi-même aussi je dois faire au quotidien dans mon travail, travail de comédien, quand je dois animer mes personnages. D'ailleurs, on a un exercice qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut voir dans les écrans d'ordinateur de ces mecs pendant les making-of, c'est quand on voit un orc en T-pose par exemple. Eh bien ça, c'est quelque chose qu'on doit faire aussi et qui est la première étape de notre recherche de personnages. Parce que dans la commedia dell'arte, c'est un jeu masqué, donc il faut beaucoup s'exprimer avec notre corps, notre voix, mais aussi beaucoup le corps. Et pour ça, pour le trouver, il faut qu'on prenne conscience de nous, et donc il faut qu'on trouve une position neutre, et après il faut que petit à petit, en partant d'une T-pose, on arrive à animer chacune de nos articulations, quoi, les coudes, les doigts, etc., en fonction du personnage qu'on doit interpréter. C'est pour ça que souvent, depuis que la commedia dell'arte existe, depuis très longtemps, eh bien, celui qui avait un personnage, il le gardait toute sa vie. Quelqu'un qui commençait un arlequin, il le gardait toute sa vie. Quelqu'un qui commençait un amoureux ou un pantalon, il le faisait toute sa vie. Moi, en ce qui me concerne, mon personnage, j'en ai 3. J'ai Brighella, j'ai Silvio l'amoureux et j'ai aussi Monsieur Pantalon aussi que j'interprète dans une libre interprétation du Malade imaginaire par Bonbon. Et donc du coup, j'ai dû apprendre 3 stéréotypes de ces personnages-là. Par exemple, Monsieur Pantalon, c'est un personnage qui est un peu malade, mais et qui bouge beaucoup avec la tête. On essaie aussi de se rapprocher à celui de l'animal, mais aussi des animations comme il y a pas de honte de s'inspirer d'un Tex Avery ou d'autres choses. Donc du coup, on bouge beaucoup avec les mains. Et Monsieur Pantalon, lui, c'est quelqu'un qui a énormément d'argent, donc il a tendance à serrer dans ses doigts comme des râteaux. Ça fait un peu Raptor, mais à l'époque, on savait pas que ça existait. Bon. Et il y a aussi Harlequin, qui lui, au contraire, quelqu'un de plus bondissant. Brighella ressemble un peu à Harlequin. C'est des gens qui se déplacent avec très peu, de tout petits pas. Là, vous voyez pas parce que le cadre, mais aussi, il est extrêmement sautillant. Et la bouche, elle a son importance. La langue a son importance aussi. Celui que j'aime bien, celui que j'interprète pas mal aussi, c'est Silvio, et qui lui est au contraire balayé dans le cul, bourgeois. Et donc du coup, ses mains sont très aériennes. Il est très étriqué. Ses bras peuvent pas faire tic tic comme ça. Il est obligé de les garder près du corps. Et il a toujours une espèce de gestuelle de bourgeois. Et très vite, quand on trouve le corps, on arrive facilement à trouver la voix. Enfin, ce qui est assez fascinant, quoi. Et donc du coup, il faut qu'on passe par le T-pose. On a l'impression que c'est du temps perdu, mais en fait pas du tout. Le temps perdu, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Bonjour, il est 3h du matin et vous êtes pas peu fiers de vos heures supplémentaires. Mais à cette heure-ci, pour rentrer, il va vous falloir prendre un taxi. Un taxi, gros malin. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu. Ouais.
Quand j'étais ado, je jouais à Donf à Blood Bowl et c'était super... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous raconte ma vie de vieux et ça vous plaît pas? Le 3615 My Life, c'est pas votre truc. Ou plutôt, c'est plus votre truc. D'abord, je fais ce que je veux, et que de plus raconter ma vie, je sais faire que ça de toute façon, comme tout bon mégalomane qui ne se respecte plus tant que ça. Et puis en plus, vous croyez vraiment que la vie des persos de jeux vidéo de la toile, c'est mieux? Non mais sans rire. Non vraiment, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Ah c'est bête, hein, parce que j'avais une super anecdote sur Football Quest qui me rappelle trop Blood Bowl puisque c'est du football américain médiéval, sauf que ça se passe dans un château. Bon alors ok, vous voulez du scénar de jeu vidéo? Alors, c'est l'histoire d'un mec, il est jaune comme un citron, il veut manger des packs gomme, mais il y a des fantômes qui viennent l'embêter, du coup il mange des grosses packs gomme et du coup il peut les manger eux aussi, mais par contre c'est pas du Pac-Man. Voilà, vous êtes content? Vous voyez? Vous raconter ma vie, c'était quand même foutrement plus intéressant, non? Bon, en même temps, c'est vrai que je triche un peu, là. Bon, attendez 2 secondes. Ok, attendez, j'ai un truc pas trop mal, là. Alors, il y a super longtemps, il y a un mec qui avait que ça à foutre et qui a forgé des anneaux. Il en a paumé plein, donc du coup, il avait grave la quinte. Du coup encore, forcément, il y a des gens trop malins qui se sont dit « Hé, les mecs, le gonze là-bas, il a l'air trop vénère. Il faudrait lui casser sa tronche. » Et ils y allèrent. Sauf que le cum, il était tellement balèze qu'à chaque épreuve... Oui, parce que faut bien des épreuves, sinon on s'ennuie un peu. À chaque épreuve, donc, il y avait un type qui allait y laisser sa peau, comme dans Senseiya, sauf qu'à la fin, les mecs y reviennent pas. Bref, du coup, c'est à vous de décider qui, entre le mage, le ninja, le guerrier et les autres, va devoir se sacrifier pour que ses potes puissent continuer d'avancer. En même temps, ils auraient quand même mieux fait de nous rajouter du Mordor ou du Winterfell parce que bon, autant le scénario est pas mal, autant ça se finit quand même super vite. Bon, bougez pas. Là j'ai un truc avec un blob. Tout le monde aime les blobs, non? Donc, le blob en question, il s'appelle Couche. Il a une super vie de blob, il rampe, il mange des bons becs, il humecte. Bref, une vie trop cool de machin visqueux. Jusqu'au jour où il se retrouve sujet d'expérimentation dans un labo. Là, forcément, sa vie devient un peu moins fun. Mais bon, heureusement, il peut se téléporter, ce qui est quand même super pratique si on y réfléchit bien. Alors le vilain docteur est pas content, il lui met plein de pièges et de bâtons dans les roues qu'il a pas, vu que c'est un blob, et puis c'est pas cool. Non mais oui, mais vous êtes drôle, vous. J'ai pas vu la fin, alors comment vous voulez que je vous en dise plus? Et puis en même temps, c'est le concept d'une histoire, non? Moi par exemple, si on m'avait dit que Samus, elle meurt à la fin de Metroid, j'aurais été super dégoûté et j'aurais pas fini le jeu. Quoi? Vous n'avez jamais fini Super Metroid sur Super NES? Bon, c'est pas grave, parce que, prenez Wilt Last Blossom. Eh ben, je suis incapable de vous dire si le héros, là, le truc qui saute un peu partout, il meurt à la fin. Non. Par contre, je peux vous dire que c'est vaguement à la fin du monde, qu'il ne peut pas sortir à la surface trop longtemps sans nuire gravement à la santé de plein de trucs de son métabolisme, et surtout que sa petite fille a été enlevée. Et c'est marrant, vous remarquerez que dans un scénar, dès qu'on vous colle quelqu'un de plus faible que vous à sauver, eh ben, on fonce sans s'arrêter. D'autant plus qu'ici, le rapprochement avec Super Metroid n'est pas si anodin que ça, vu qu'on gagne plein de capacités au fur et à mesure de l'aventure, et que l'aventure, justement, elle dure des plombes. Et ça, scénaristiquement, ça tient quand même super bien la route, vu qu'il faudrait quand même ne pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus. Eh bien, si vous êtes intéressé par la comédie italienne et la commedia dell'arte, masquée comme je vous en ai parlé, il existe un lieu dédié dans Paris, qui est rue de la Gaîté, qui s'appelle le Théâtre de la Comédie Italienne. Là où je joue 6 fois par semaine, donc si un jour vous venez, c'est avec plaisir que je vous accueille. Mais il y a aussi des lieux vachement intéressants à aller voir, dont Médoc a le secret. Il en trouve toujours des petits trucs comme ça. C'est dans l'émission The Place to Be que j'aime énormément. C'est comme ça que j'ai découvert le dernier bar avant la fin du monde, et d'autres petits coins plutôt sympas. Et mine de rien, c'est assez atypique et ça plaît aux filles. Enfin, je dis ça, je dis rien. The Place to Be. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. Tu veux savoir comment je fais pour avoir autant de présence et de style devant une caméra, alors même que tout comme toi, je suis qu'un mortel?
Bah peut-être que tu peux avoir un début de réponse en regardant mon tricot avec un logo Targaryen là. Toi, façon NBA. Parce que ça vient des States en fait. Enfin, je l'ai pris sur internet. L'internet des States. Et alors pendant que tu rages de pas avoir les mêmes affaires que moi, je vais te donner les plans dans lesquels tu dois être dans les jours à venir. Le 26 et le 27 janvier prochain, t'as le festival du jeu d'Istres, un festival qui propose du jeu dans tous les sens. Du jeu vidéo bien sûr, avec du tournoi sur FIFA, Tekken Tag, KOF, mais aussi du jeu de rôle papier, du Magic et tout, avec des trucs à gagner. Et pour le coup, c'est un event estampillé The Place to be Free. Voilà, donc c'est ce week-end, et a priori, si t'es là-bas, t'as rien d'autre à faire. Je veux dire Istres. Le 29 janvier à la Maison de la Culture du Japon à Paris, t'as une rencontre avec le mangaka Matsumoto Reiji. C'est le mec d'Albator, Galaxy Express 999, tout ça. C'est co-organisé par le Festival international de la BD d'Angoulême qui se déroule du 31 au 3, il me semble. Et pour le coup, la rencontre avec Matsumoto Sensei, c'est entrée libre. Enfin, dans la limite des places disponibles. Mais si tu viens cosplayer en Albator, tu rentres direct. Non, je déconne, c'est pas vrai. Voilà, c'est tout pour cette semaine. En fait, je me rends compte que je devrais raconter plus souvent de la merde à la télé. Tu sais, genre, j'annonce des events qui n'existent pas du tout. C'est genre, le 2 et 3 mars prochain, au ministère de la Justice, t'as le Japan Upskirt, un event qui réunit toutes les cosplayeuses de plus de 18 ans. Toi, et puis je balance ça comme ça, et puis juste pour voir comme ça si ça marche, si les gens ils y vont. Et puis je pense que ça marche, parce que les gens ils croient tout ce qu'on leur raconte à la télé. J'étais un peu stressé quand même de venir présenter un 101%. C'est pas que j'aime pas cette émission, au contraire, j'adore ça. Mais c'est pas facile de se retrouver seul face à une caméra et présenter une émission quand on a l'habitude de parler à plusieurs personnes qui sont bien réelles et en plus derrière un masque et derrière des costumes et derrière, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, toute une chorégraphie de son personnage. Mais alors, je suis allé sur No Life Online et j'ai vu quelques 101% avec des camarades, des collègues, j'ai envie de dire, comme par exemple Dedo, et qui parlaient du stand-up. Je me suis dit, je pense que je peux très bien aussi parler de comédie italienne, même si quand même, ça vaut mieux aller le voir. Enfin bref. Mais là, maintenant, c'est l'heure des Oubliés de la Préhistoire, une émission que j'aime beaucoup, et je me demande de quel jeu on va parler cette fois-ci. Mes chers enfants, depuis la rentrée, nous avons déjà étudié un grand nombre de jeux très différents les uns des autres, mais là, j'ai un gros problème. Oui, PS3. Non, pas du tout, je te rassure. La Playhistoire est tellement riche en jeux oubliés qu'il y a encore largement matière à étudier. C'est juste que jusqu'à présent, j'avais toujours des images à vous montrer. Or là, figurez-vous que le jeu de cette semaine n'a aucun graphisme. En gros, voilà ce que vous allez avoir du début jusqu'à la fin. Un écran noir. Non, ce n'est pas une blague. Ce jeu existe vraiment. Il s'appelle même Kaze no Regret. Les regrets du vent en japonais. C'est juste que Kaze no Regret est le premier jeu réalisé pour personnes non-voyantes. Non, vous n'êtes pas sourds, rassurez-vous, un jeu vidéo pour aveugles, c'est bien ça. Wii U Non, ça ne se joue pas avec une canne blanche, mais bien avec une manette Saturn. Parce que oui, c'est effectivement sur la console Sega Saturn que ce logiciel peu ordinaire est sorti. Un jeu vidéo pour non-voyants, vous trouvez que ça n'a aucun sens? En réalité, si Kaze no Regret n'a pas de graphisme, c'est qu'il se veut une expérience sonore unique. En effet, ce logiciel Saturn est un roman audio interactif inédit et très novateur à cette époque. Sur les 4 CD que compte ce jeu, vous pourrez suivre les aventures sentimentales et fantastiques d'Hiroshi. Alors qu'il n'est encore qu'un écolier, il apprend qu'Izumi, la jeune fille dont il est amoureux, doit déménager suite à un décès familial. Dépité, il propose alors à son ami de fuguer, afin qu'il n'ait pas à souffrir de la séparation. Ils se donnent ainsi rendez-vous pour le soir même, sur le toit de l'école, sous la grande horloge. Sauf qu'Izumi ne vient pas. 10 années passent et Hiroshi a finalement réussi à la retrouver. Les deux jeunes gens, devenus étudiants, sortent désormais ensemble et semblent filer un parfait amour. Le bonheur total? Oui.
Sauf qu'un jour, Hiroshi rêve de l'incident de leur enfance et il en parle à sa copine. Cette dernière, mal à l'aise, évite la conversation et alors qu'ils se dirigent tous les deux à un entretien d'embauche, elle prend subitement la fuite. Cette deuxième disparition soudaine brise à nouveau le cœur du jeune garçon. Et votre mission en tant que joueur est donc d'écouter le récit de ce jeune homme, extrêmement bien doublé par des acteurs japonais renommés. Puis, lorsque vous entendez un son de clochette, vous devez faire des choix à l'aide de votre manette. Avec la croix directionnelle, vous pouvez écouter Hiroshi se parler à lui-même et hésiter entre plusieurs solutions. Libre ensuite à vous de valider l'un des choix et d'écouter la suite du scénario. Bien entendu, en fonction de vos décisions, l'histoire n'aboutira pas sur le même dénouement. L'éditeur du jeu, Warp, assure même que vous pourrez vivre de nombreuses aventures très différentes. Oui, iPhone. Non, un simple CD audio n'aurait pas permis d'offrir une telle expérience. Pourquoi ? Eh bien pour la simple et bonne raison qu'un lecteur CD n'a pas la même souplesse d'utilisation qu'un CD-ROM. Concrètement, imagine par exemple un tel jeu sur CD. Toutes les 2 minutes, on aurait à subir des instructions du genre « Pour suivre Izumi, avancer jusqu'à la piste 27 ». Pour rester dans le train, avancer jusqu'à la piste 43. Et tu te vois, toi, appuyer 23 fois sur les boutons de ton lecteur pour entendre la suite de l'histoire ? Ça devient rapidement super galère et pour les non-voyants, c'est encore plus compliqué à gérer. Donc là, grâce aux spécificités de lecture du CD-ROM, le simple fait de valider un choix vous fait vivre la suite de l'aventure interactive sans interruption et en toute souplesse. Oui, Vita. Eh bien, on doit ce jeu OVNI à un créateur hors du commun, Iino Kenji. En effet, Kaze no Regret a été imaginé par Iino Kenji, l'enfant terrible du jeu vidéo japonais qui faisait tant parler de lui dans les années 90 pour ses coups médiatiques et ses prises de position inédites. Ce créateur s'est rapidement fait connaître pour ses jeux d'horreur graphiquement révolutionnaires comme Dii no Shokutaku ou encore Enemy Zero sur Sega Saturn. Or, comme les médias et les joueurs attendaient avec impatience de voir de quelle prouesse graphique il serait encore capable et quel genre de scénario horrifique il proposerait, il a décidé de prendre tout le monde à contre-pied. Il a ainsi imaginé une histoire d'amour se jouant sur un écran totalement noir, du début à la fin. Iino Kenji a beau être un garçon étrange, il n'en reste pas moins un créateur au grand cœur. En effet, notez bien qu'il est parvenu à négocier l'exclusivité de son titre auprès de Sega en demandant à ces derniers d'offrir 1000 consoles et 1000 jeux à des associations de non-voyants. On notera enfin que Kaze no Regret est non seulement le premier titre à être destiné aux aveugles, mais c'est également le seul jeu vidéo à disposer d'une notice rédigée en braille. La publicité dans les magazines ainsi que les flyers promotionnels l'étaient également. Bref, ce logiciel est indéniablement une pépite méconnue, ayant logiquement sa place parmi les titres marquants de la Play Store. Vous n'êtes pas d'accord les enfants ? Kaze no Regret, par la qualité de son histoire, son interactivité intuitive et l'excellence de son interprétation, a donc connu un grand succès médiatique. Évidemment, hormis les fans absolus de Kenji Iino et quelques centaines de non-voyants ravis par cette expérience insolite et inédite à l'époque, le jeu n'a pas réussi à séduire le grand public qui, logiquement, préférait utiliser la puissance de leur console pour des jeux plus spectaculaires. Bon les enfants, c'est l'heure de la récré. Pour la semaine prochaine, je vous demande de faire tester Kaze no Regret à tous vos amis. Enfin, surtout si vous en connaissez qui ont un peu trop joué au Virtual Boy, bien sûr. Et voilà, c'est la fin de la semaine. C'est la fin de mon 101% aussi. J'étais très content de venir vous parler de la comédie italienne et de la commedia dell'arte. Et je vous encourage à venir me voir, à venir nous voir, quand on est une troupe toute entière, au théâtre de la comédie italienne rue de la Gaîté. Voilà, donc n'hésitez pas. Bon week-end à tous.